Bonjour à tous, en ce samedi 27 janvier, petite vidéo. Aujourd'hui, je me suis déplacé chez un agriculteur qui est éleveur à Chanzeau dans le Maine-et-Loire, à quelques kilomètres d'Angers. Et donc, je suis aujourd'hui sur son exploitation. Je voudrais en fait tout simplement qu'il nous parle d'un peu de son métier d'agriculteur et qu'on ait une petite version différente des médias, par exemple. C'est un éleveur indépendant, donc eh ben, on va le trouver. Alors bonjour Philippe, tu es éleveur à Chanzeau dans le Maine-et-Loire, près d'Angers. Aujourd'hui j'ai voulu venir à ta rencontre au lendemain des annonces de Gabriel Attal. Je voudrais savoir, déjà d'une, tu te présentes, et secondo, qu'est-ce que tu penses des annonces de Gabriel Attal? Moi, je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire auprès d'Angers, en production laitière avec ma femme. Et autrement, au niveau agricole, je suis responsable agricole chez République Souveraine avec Georges Kusmanovic, là, pour le regroupement des souverainistes. Et pour répondre à la première question sur Gabriel Attal, c'est des effets d'annonce. En fait, il n'y a rien sur le fond. Le fond, c'est le revenu. Et pour ramener du revenu dans les exploitations, parce qu'il manque des sommes considérables, de 50 à 80 000 euros par unité de travailleurs dans les exploitations, lui, c'est des mesurettes qu'il a fait, comme les gouvernements précédents. Et ce qu'il a mis en place, le GNR, les reports et tout, ça va jouer de 0 à peut-être à 2000 euros, allez, grand maximum 2000 euros dans les exploitations. Et puis une simplification administrative, oui, pourquoi pas. Mais ça va rien ramener concrètement sur le revenu, et c'est le revenu qui pousse les agriculteurs au suicide et qui pousse les agriculteurs à quitter la profession ou être double actif, parce que beaucoup essayent de tenir la ferme des parents. Alors ils mettent une partie des revenus de leur travail extérieur dans la ferme, et c'est les parents qui surveillent l'exploitation pendant que la personne est partie travailler à l'extérieur. On voit beaucoup ça maintenant. Alors Philippe, je suis en train de rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire 2 suicides par jour. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 2 suicides par jour dans l'agriculture? C'est le manque de rentabilité, et donc ça a été confirmé. Alors les journalistes disent un tous les 2 jours, mais Olivier Damazin, qui est le monsieur mal-être agricole nommé par Emmanuel Macron, faut faire des recherches, mais il l'a dit en début 2023, là, il a dit lui-même que même autour de 2 par jour, ce n'est même pas un chiffre arrêté définitivement, parce que c'est probablement plus de sa bouche à lui. Il l'a dit, on peut le retrouver dans les écrits. Donc c'est très difficile de donner le chiffre exact, parce qu'il y a beaucoup de suicides qui passent en accident, parce que souvent c'est caché par les familles. Puis il y a le problème de l'assurance. Si les gens se détruisent eux-mêmes, il y a le problème de l'assurance décès pour les emprunts. Donc il y a toute une chape de plomb derrière ça, cachée par les familles. Pourquoi les gens se suicident? Ils se suicident parce qu'il n'y a pas de revenus. 80% des agriculteurs sont en dessous le SMIC brut. Seuls 20% gagnent plus de 1766 euros, et 40-42% sont en dessous le RSA, qui est aujourd'hui à 579. Donc pourquoi les agriculteurs se suicident plus que les patrons de PME ou les maçons ou les plombiers? C'est parce qu'en agriculture, c'est souvent un enchaînement de génération en génération, et il y a l'affectio familiae et l'affectio societatis. L'affectio societatis, c'est-à-dire que la plupart d'entre nous, on est en société avec nos parents. Nos parents ont gardé des billes dans la ferme, alors soit dans les bâtiments, ils sont encore propriétaires des bâtiments, ou des terres, et puis la transmission, elle se fait lentement, parce que comme il n'y a pas de rentabilité, c'est des capitaux lourds, non rentables. Le retour sur investissement, c'est 1%, 1,5%, pendant que l'industrie, c'est de 12 à 15, et dans le service, c'est au-dessus de 25, le retour sur investissement. Donc le calcul est vite fait, avec 1% de retour sur investissement. Donc cet attachement via les parents fait que l'exploitant, quand il est en difficulté, il sait que son grand-père, son arrière-grand-père et son père a réussi à tenir la ferme, et lui, il est pas sûr de pouvoir tenir la ferme. Il pense qu'il va peut-être déposer le bilan ou perdre la ferme. La ferme va aller en agrandissement aux voisins, et là, il ressent comme un échec personnel,
Et il y a tout l'affectio familiae qui tourne autour, qui est la pression qu'il y a sur l'exploitant, l'affectio familiae qui est une force pour transmettre, parce que ça permet de céder entre générations, et ça permet, les parents font les banquiers, on va dire. Mais ça peut se retourner en boomerang comme une faiblesse, parce que s'il y a défaillance de paiement, dans le dépôt de bilan, on va emmener les parents avec nous. Parce qu'ils sont cautions, ou s'ils sont plus cautions, si la ferme elle est saisie, bah c'était la ferme des parents. Voire les parents ont encore des terres. Donc la saisie va emmener la ferme. Donc là, le gars, il culpabilise. Des fois, il y a les frères et sœurs, parce qu'il y a des groupements fonciers agricoles, il y a un GFA, des fois les parents, ils ont fait les partages, et les frères et sœurs ont des parts. Donc là, en déposant le bilan, l'agriculteur, il se dit, attention, je dépose le bilan, je vais être jugé, déjà par mes parents, déjà il va se fâcher avec ses parents, ça, d'office, il va se fâcher avec ses parents, parce que ça va être pris comme un échec. Et voir les frères et sœurs peuvent mettre la pression sur lui en disant, bah, on comprend pas, eux ils sont partis, ils sont dans les villes, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, ils ont un autre métier, c'est pas évident pour eux de suivre l'évolution agricole, ils vont dire, bah on comprend pas, comment t'en es arrivé là? Nos parents, ils nous ont élevés, certes on n'était pas riches, mais nos parents nous ont élevés, ils nous ont payé des études, toi tu plantes la ferme. Donc le gars, il va croire que c'est lui le problème, alors que le problème c'est le modèle économique. Justement, par rapport à ce modèle économique, qu'est-ce qu'il faudrait changer pour toi? Ah bah la seule solution pour ramener de la rémunération, ce qu'a pas répondu Gabriel Attal, la seule solution c'est de reprendre la main sur notre facture. Puisque dans les 80% qui gagnent pas leur vie, c'est l'industrie agroalimentaire qui a la facture. Donc c'est les coopératives qui ont la main sur les paysans ou les grandes multinationales privées. Donc si c'est la viande, c'est Bigard. Si c'est le lait, c'est Lactalis, c'est la Sodial, les coopératives agriales. Si c'est les volailles, c'est LDC dans la Sarthe. Si c'est des veaux, c'est le Hollandais, les deux Hollandais, Vendry, Denkavit. Si c'est les cochons, c'est encore Bigard qui a les abattoirs avec la Coperle. Donc en fait, l'agriculteur, il est tenu par l'industrie agroalimentaire qui, elle, ensuite, fait un bras de fer avec Leclerc, avec le groupe Auchan, tout ça. Donc la grande distribution, ils sont plus 4 acteurs. L'agroalimentaire, 1,4% des entreprises représentent 82% du bénéfice et 85% des emplois. Donc il y a quelques acteurs. Et nous, on est 400 000 fermes divisées entre nous, entre 4 syndicats. Donc moi, un journaliste m'avait dit un jour à Paris, il m'avait fait une belle réflexion. Il m'a dit, si vous voulez mener un bras de fer, il y a 4 centrales d'achat, quelques oligopoles dans l'agroalimentaire. Bah, pour être bien, il m'avait dit, pour pousser le modèle libéral jusqu'au bout de la connerie, bah, faudrait 5 fermes. Une ferme qui fait l'élevage, une la viticulture, une les céréales, une le maraîchage, et puis... Donc il m'a dit, on pourrait pousser la connerie jusque-là, quoi. Comme ça, il y aurait que 5 acteurs autour de la table. Et puis les acteurs, ils diraient, bah les gars, si vous voulez de la volaille, c'est moi qui détiens toute la volaille en France. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, est-ce qu'on peut aller jusqu'à ces conneries-là? Donc là, je reviens aussi par rapport au mouvement qu'il y a eu lieu depuis une semaine, qui a débuté sur la 64. Moi, en tant que citoyen lambda, je connais pas vraiment le domaine de l'agriculture. Il y a plusieurs syndicats, il y a la FNSEA, il y a la coordination rurale, il y a la Confédération paysanne. Moi, en tant que citoyen, je me pose la question, mais qui est qui, en fait? Je suis un petit peu perdu, en fait. Bah, le syndicat FNSEA a été créé en 46, à la sortie de la guerre. C'était le seul syndicat. Donc il est rentré, le gouvernement avait besoin pour redresser le pays après la guerre, et il y a eu des tickets de rationnement jusque dans les années 52. Donc il a fallu fédérer le monde agricole. Donc tout le monde était à la FNSEA, sauf les gens qui cotisaient pas, mais il y avait qu'un syndicat, hein. Et ils ont relevé le pays. La FNSEA a fait du bon boulot jusque dans les années 60, hein. Voilà, il y a eu du bon travail de fait. Mais à partir de là, déjà l'État leur a donné la gestion des terres, avec des commissions structures par département. Et c'est ça qui a donné la puissance aux syndicats, c'est que il y avait une commission, il y a toujours une commission par département, qui est tenue pratiquement dans tous les départements par le syndicat. Donc ça a donné une puissance aux syndicats, puisque celui qui est syndiqué avait beaucoup plus de chances d'accéder à la terre. Et ensuite, il y a eu une première scission en 59. Là, on est parti plus sur un modèle libéral, avec la politique agricole commune. Et il s'est créé en 59 le MODEF, Mouvement
de défense des exploitations familiaux, hein, qui est une branche du Parti communiste, qui existe encore, mais qui est un syndicat qui fait 1,5% au niveau national. Ensuite est venue dans les années 80 la Confédération paysanne et la coordination rurale. Alors il s'appelait pas comme ça au début, il s'appelait paysans travailleurs, travailleurs paysans, qu'a formé la Confédération paysanne. Et puis la coordination rurale descend de la FFA, qui s'appelait la Fédération française de l'agriculture. Donc aujourd'hui, il y a 4 syndicats. Alors hier, Gabriel Attal a promis je cite, un sursaut agricole. Je suis venu dire que le message, on l'a reçu 5 sur 5. Je vous ai entendu, pardon. Aujourd'hui, c'est un jour de sursaut. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe? Rien, il y a aucun sursaut, puisqu'il n'y aura rien sur le revenu. Mais moi, je le savais avant qu'il fasse les annonces. C'est comme ça, les politiques qui sont passés avant lui, ils ont fait pareil. En fait, il faut une réforme de fond, une réforme de fond du système pour redonner une marge aux agriculteurs. Il faut, du départ de la ferme, puisque les concitoyens qui font leurs courses, sur un caddie de 100 €, il nous revient 6,50 €. Ça peut pas fonctionner. Donc, du départ de l'exploitation, quand il part du lait, des canards, des lapins, des cochons, c'est du départ de l'exploitation, notre matière première, il nous la paye le prix qu'il vole, il appelle ça du minerai, voilà. Il nous considère comme des producteurs de minerai. Donc chez nous, ça vaut rien. Un litre de lait, ils nous ont payé le litre de lait en conventionnel entre 1951 jusqu'à la guerre en Ukraine, on a été payé 31-32 centimes de moyenne du litre de lait. Le même prix pendant 70 ans. Là, il a monté de 10 centimes parce que avec la hausse de l'énergie, ils ont été coincés, ils n'ont pas eu le choix. Bon. Mais s'il n'y a pas d'encadrement de la transformation et de la distribution, on ne peut rien faire. Faut pas augmenter le prix dans les magasins, hein. Surtout pas. Ça a déjà été fait par Sarkozy. Si les prix augmentent dans les magasins, il va rien revenir à nous. Absolument rien. Tout va rester dans nos coopératives. Donc pour gagner plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut faire, il y a des modèles, nous, ce qu'on avait proposé à l'époque avec les greffes du lait à l'association des producteurs de lait indépendants, c'est de faire une organisation de producteurs hors des syndicats, sortir de la cogestion de la FNSEA avec les gouvernements, puisque la FNSEA est aux manettes. Faut faire une organisation de producteurs indépendante comme ils ont fait au Canada dans les années 80, hein. Et là, on reprend notre facture. C'est l'organisation de producteurs qui fait la facture, donc nous, les paysans, et on gère les volumes. Et là, au Canada, par exemple, un producteur de lait au Canada, il vend son lait 63 centimes, alors que nous, c'est 42. Donc, c'est 21 centimes d'écart. Ben, notre rémunération, elle est là, quoi. Le vrai seuil, ce qu'aurait dû dire Gabriel Attal, c'est ça. Le seuil, il est là. Et il est le même pour l'écart, il est là. Et il est le même pour des moutons, il est le même pour la viande bovine, le même pour les poulets. L'écart, il est là. Et puis, en même temps, il faut également, dans un second temps, mais en même temps quand même, il faut revoir la fiscalité agricole. Parce que on est imposé à notre régime social et aux impôts sur le bénéfice de l'entreprise. Et le bénéfice de l'entreprise n'est pas notre salaire. C'est un résultat d'entreprise qui sert à rémunérer les capitaux engagés, à réinvestir et à garder un fonds de roulement, une marge de sécurité pour faire tourner nos exploitations. Et quand les journalistes ils disent sur les plateaux, ben on a regardé, la moyenne, ils ont vu que c'était 44 500 €. Donc ils ont dit, ah bah oui, c'est bien, il y a les exploitations gagnent 50 000 €. Alors les gens qui connaissent pas, ils vont faire 50 divisé par 12, ils vont dire, bah je comprends pas, ils manifestent avec des gros tracteurs, 50 000 € par an, mais c'est pas le revenu, c'est un bénéfice d'entreprise. Le revenu, la plupart d'entre nous, on est autour de 1 000 €, 1 200 €. D'ailleurs, aujourd'hui, CNews a dit qu'ils ont tiré une moyenne, que le revenu moyen, les prélèvements se situaient autour de 1 475. Ce qui est pour moi le bon chiffre, ça correspond à ce que je dis. Parce qu'entre les grands céréaliers, les champenois et ceux qui sont en dessous le RSA, 1 475, ça me convient. Mais ça veut dire qu'il y en a à 1000, il y en a à 600. Mais qui ne balance pas des chiffres de 50 000 €. 50 000 €, c'est pas le revenu. C'est un bénéfice d'entreprise. Et le problème, c'est qu'on est imposé là-dessus, au niveau de la mutualité sociale agricole. Alors, le piège, il est là. Comme la fiscalité est mal faite, l'agriculteur, quand le comptable, il sort sa comptabilité, il lui trouve 50 000 €.
il va être imposé sur 50 000 euros et la mutualité sur 50 000 euros. Donc 5 fois 4, 20, c'est 43%. Il va payer 23 000 euros de cotisation sociale. Donc là, le comptable, il va lui dire, oh là là, comme on ne gagne pas d'argent, il n'y a pas la trésorerie pour payer ça. Qu'est-ce que va faire le comptable? Il va lui dire, faut investir, faut racheter un tracteur, faut remonter un bâtiment pour diminuer le bénéfice agricole. Ce qui veut dire encore s'endetter. Et là, ça y est, la mécanique, elle est partie. Là, tu changes le tracteur, tu en achètes un deuxième, tu remontes un bâtiment, et là, ça y est. Et là, tu t'attaches, et c'est pour ça qu'on est passé de 80 000, dans les années 80, on était à 50 000 euros d'endettement moyen sur l'ensemble des exploitations en France, et aujourd'hui, on est à 250 000 euros d'endettement. Et l'âge moyen des agriculteurs, c'est 51 ans et 4 mois. On a une population qui est très vieillissante, très très vieillissante, avec un endettement de 250 000 euros. Donc, c'est un modèle qui va dans le mur. Mais pour rembourser toutes ces dettes, ça va jusqu'à quel âge? C'est des grosses sommes. Alors, la plupart d'entre nous maintenant, si on ne trouve pas de repreneurs, si on a des repreneurs, les exploitations se cèdent, ça dépend de la taille de l'exploitation, mais ça peut aller des petites 50 000, mais c'est très rare. De 100, il y en a beaucoup entre 100 et 400 000 euros. De 100 à 300 000 euros la plupart, des exploitations. Je parle pas des grandes fermes céréalières et des grands vignobles, qui peuvent valoir plus d'1 million d'euros. Mais la plupart, c'est ça. S'il n'y a pas de repreneur pour reprendre les encours qui nous restent, pour épurer nos dettes, la plupart d'entre nous, il faut qu'on aille autour de 70 ans. Entre 70 et 75 ans, pour épurer nos dettes, en arrêtant d'investir, si on n'a pas de repreneur. Et quand on regarde la reprise moyenne, parce qu'il s'est dit un peu n'importe quoi là-dessus sur les plateaux, si on met de côté les champenois, bien sûr, et les grands vignobles du Bordelais, les fameux 20% là, qui gagnent bien leur vie, et les grandes fermes céréalières, mais ça, c'est pas représentatif du monde agricole. Si on enlève ces 20% là, qu'on se contente de garder les 80% là, qui gagnent mal leur vie, en dessous le SMIC, eh ben il suffit d'aller voir, sur Infogreffe, on les a, les gens qui rentrent dans les sociétés et qui reprennent des parts dans les sociétés. Ben on est autour on se balade de 70 à 110 000 euros, les reprises elles sont autour de 100 000 euros de moyenne. C'est-à-dire le gars il sort de la société, l'autre il rachète ce qu'on appelle son capital social, il met 100 000 euros. Voilà. Après l'agriculteur, il reste quoi? Il reste sa maison, si elle est à lui, s'il n'est pas chez un noble, s'il n'est pas chez un propriétaire, et il lui reste des terres à lui s'il en a, en foncier. Il y en a qui n'ont pas de terre. Mais les sorties, elles sont de l'ordre de là, elles sont autour de ça. De 100, 110 000, alors ça c'est une somme nette. Parce que ça veut dire que le gars, il reprend les emprunts d'exploitation. Il rentre dans la société, c'est une somme nette, c'est net d'emprunt. Donc, pour avoir une situation à peu près crédible, il faudrait faire 100 000 divisé par 43 années de travail et le rajouter à notre salaire. Bah, tu verras que ça fait pas lourd. T'es pas au SMIC brut encore. Donc on bosse jusqu'à 75 ans pour gagner des fois 500-600 euros. Si c'est pour épurer les dettes, oui, va falloir aller jusqu'à 70-75 ans. C'est le cas de beaucoup de nos compatriotes qui n'ont pas retrouvé de repreneur. Parce que s'il reste, la plupart du temps, on a toujours des encours bancaires, parce qu'une exploitation, ça s'arrête pas comme ça. S'il reste 200 000 euros, mettons, d'emprunt, c'est bien facile à comprendre que si tu retrouves pas un repreneur pour 200 000, tu peux pas t'arrêter. Si tu trouves un repreneur pour 100 000, bon, il te manque 100 000, bon. Les 100 000, comment tu peux rembourser 100 000 euros étant à la retraite avec une retraite de 1 000 euros? Tu vends ta maison. Ça va, ou alors faut vendre la maison. Alors il y a des cas de figure où les gens ont des problèmes de santé, où ils peuvent plus tenir, donc ils vendent la maison pour finir de payer les dettes, et ils se retrouvent dans un lotissement, souvent dans le bourg de la commune, ils vont en location, et la plupart des agriculteurs, faut le reconnaître, Jackie qui est à côté de moi, à la retraite, ils continuent de travailler. C'est-à-dire qu'ils vont faire des saisons chez les viticulteurs, c'est autorisé, parce que c'est déclaré, on a le droit à un nombre d'heures. Donc ils continuent de travailler, soit pour complémenter leur retraite, soit pour finir de payer leurs emprunts. C'est ça la situation. C'est quand même incroyable. Bah écoute, on va faire parler un petit peu Jackie. Oui, Jackie, vas-y. Donc là, je suis avec Jackie. Avec Jackie, on va aborder le mal-être des agriculteurs. Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui ? Alors, bonjour à tous.
Donc, on observe par le comportement des agriculteurs des fois de l'isolement. Et l'isolement, c'est dommage parce qu'il ne faut pas rester isolé par rapport à nos problèmes, il faut en parler. Moi, j'ai vécu ça il y a 5 ans, parce qu'aujourd'hui, on est en plan de redressement judiciaire. Et donc, nous a coupé les vives au niveau de notre banque. Alors, dis-moi, Jackie, je me permets de te couper. Tu es dans quel domaine exactement? Alors, aujourd'hui, on est en production laitière conventionnelle. Et ma femme fait un atelier de canard de Barbarie. D'accord, donc tu m'as parlé de redressement. Oui. Donc, on est en redressement depuis 2018 et suite aux problèmes financiers qui s'accumulaient avec des manques de marge et l'accumulation aussi de l'année 2009 qu'on a produit du lait à 280 euros les 1000 litres. Plus après, on était dans les années qu'on mettait nos bâtiments aux normes, qui nous a coûté une fortune et qui était partiellement aidé, mais pas beaucoup. Donc ça nous a fait une charge supplémentaire au litre de lait. Et donc suite à ça, à force d'accumuler la trésorerie négative, bon, ça passait plus. Donc on a fait un plan de redressement. Aujourd'hui, on est en situation où on paye notre plan de redressement parce qu'il n'y a pas eu de cadeau. Donc moi j'en ai pour jusqu'à 70 ans payer mon plan de redressement si je vais jusqu'au bout. Aujourd'hui j'en ai 63, je devrais avoir la retraite. On essaye de céder notre exploitation, mais vu les circonstances actuelles, dans l'inquiétude qu'il y a autour de nous, dans nos jeunes qui aujourd'hui observent aussi les autres métiers, la façon qu'ils travaillent et qui ont du temps libre aussi, on est un peu inquiet parce que nous, on travaille 70 heures par semaine, donc ça fait à peu près 300 heures par mois de permanence d'occupation. Comment on peut avoir du temps libre en travaillant autant? Alors donc du temps libre, on a très peu. Demain, j'ai demandé à mon fils qui me remplace pour que je puisse me libérer quelques heures pour aller à la chasse. Donc c'est exceptionnel, j'ai de la chance qu'il puisse se libérer parce qu'il est encore aux études, mais c'est très rare. Donc ça veut dire que nos jeunes aussi vont s'inquiéter sur la façon de vivre s'ils nous remplacent. Parce qu'entre quelqu'un qui travaille 35 heures dans un métier et quelqu'un qui en fait le double, c'est pas facile dans les vies de famille aussi de s'accorder et de se comprendre. Donc, dans le sens où aujourd'hui, on est un peu coincé par la rémunération de notre travail. Aujourd'hui, on prélève 1000-1200 euros par mois. Donc, ça fait à peu près 3 euros de l'heure. 3 € de l'heure. Oui, tout à fait. Donc, aujourd'hui, dans notre société, on a mis en place le SMIG horaire. Aujourd'hui, il y a une tranche de profession qui n'est pas rémunérée à ce prix-là. Donc, il y a une anomalie par rapport aux professions libérales. Nous, on demande à ce que ce soit ajusté, c'est-à-dire que normalement, la différence devrait nous être versée soit sur le produit ou qu'il y ait une caisse de péréquation pour qu'on vive de notre métier décemment. Toi, Jackie, au niveau des annonces de Gabriel Attal, t'en penses quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est des broutilles, parce que le vrai problème, c'est la rémunération des agriculteurs. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le calcul sur mon exploitation, par rapport au temps que je passe, je vends pas assez cher mon lait. Je vends pas assez cher mon lait parce que aujourd'hui, j'ai fait le calcul par rapport à ce que je touche 1000 euros par mois net pour mon revenu. Donc je touche 3,30 € de l'heure. Et normalement, le SMIC, il faut rajouter 6,50 €. Et donc, il faut rajouter par mois, ça fait 1950 euros qui manquent Ah pour oui, deux salaires nets, d'accord. pour être rémunéré au SMIC seulement, hein. Et donc, en conséquence, si on fait le calcul sur une année, ça fait 23 000 euros. À ça, on peut rajouter, normalement, on n'a pas de congé. Donc, si on rajoute 5 semaines de remplacement
un gars du service de remplacement qui coûte 25 euros de l'heure, pour 5 semaines, ça fait 8 700 € qui peut servir soit à partir en vacances, se faire remplacer le week-end, ou quand on est accidenté ou malade. D'accord. Donc ça, si on ajoute ça à la somme, on arrive à 32 000 € qui manquent. Vous rajoutez là-dessus la cotisation MSA de 13 000 €, donc on arrive à 45 000 € au total de charges, enfin de coûts de manœuvre sur notre exemple à nous d'exploitation, qui est un peu le cas général. D'accord. Et ça, si on le ramène sur notre volume de production, qui est chez nous 400 000 litres de lait, ça fait 11 centimes de litre qui manque. Pour la rémunération, pour ramener les gens au SMIC horaire Ouais, avec tout des ça charges. pour avoir seulement Que le le SMIC. SMIC, oui, que le SMIC. Que le prix de base qui est attribué à tout le monde dans l'emploi, donc personne n'a le droit d'embaucher quelqu'un en dessous du SMIC horaire dans toutes les autres professions. Ta femme travaille avec toi, Jackie? Oui, tout Parce à fait. qu'on parle très peu des conjointes des agriculteurs. Comment elles sont rémunérées, les conjointes? Ma femme est associée avec moi, on est en ERL, et donc elle travaille sur l'exploitation aussi. Elle s'occupe plus particulièrement des volailles, des canards et elle mène aux vaches laitières aussi. Vous avez fait une simulation de retraite tous les deux ou pas? Pour ma part, on a 5 ans et demi de différence d'âge, donc moi je devrais avoir la retraite. La simulation pour moi, c'est 1 000 € par mois. 1 000 € par mois pour plus de 70 heures Oui. Donc par ça, semaine. ça veut dire qu'on s'est fait avoir tout au long de notre carrière. Pendant 42 ans, on a peut-être l'équivalent de la moitié du SMIC horaire sur toutes les 42 années. On n'a pas touché notre salaire. Et en plus, comme on a cotisé en MSA sur la base moins qu'on devrait avoir, donc la retraite est en conséquence. D'accord. Si c'était à refaire, Jackie, tu serais agriculteur? On est agriculteur plus par goût, Passion? oui, mais pas pour l'argent en fait. Mais on regrette quand même qu'il y a des bases qui sont pas faites comme il faut en agriculture euh, sur le plan des revenus, des reconnaissances. Le métier est comme les autres métiers, il faut être passionné pour travailler, mais aussi on a un choix aussi à faire, si on pouvait, c'est de travailler moins et pouvoir se faire remplacer aussi pour prendre du temps libre, pour vivre des vies de famille. Bah, vive tout simplement. Oui, tout à fait. Donc on se sent un peu isolé, mais c'est pour ça qu'il faut pas y rester isolé. Alors justement, tu abordes d'être isolé. Tu te sens comment, toi, psychologiquement, aujourd'hui? Psychologiquement, je vous avoue que quand on a fait notre plan de redressement juste avant, on avait l'impression que tout nous tombait dessus et on avait peur que l'huissier arrive pour nous saisir de notre ferme et nous on se retrouve SDF. Ça faisait cette impression-là. Aujourd'hui, ça le fait plus, mais par contre, la porte de sortie pour quitter notre métier, ben on ne l'a pas pour l'instant. Parce que des repreneurs, ils se foulent pas pour venir nous voir. On a eu 2 il y a 2 ans, mais ça n'a pas été, ça passait pas les projets. Et aujourd'hui, on a refait une stimulation de valeur de nos outils de travail. Aujourd'hui, on en retrouve des valeurs faibles, c'est-à-dire des valeurs faibles qu'on sort d'une entreprise avec peu de capitaux. Mhm. D'accord. Peu de capitaux, et donc ça veut dire que aujourd'hui, dans des évaluations qui sont remis, qui sont redescendues, parce que si un jeune s'installe, compte tenu du contexte aussi, des marges qu'il y a aujourd'hui qu'il peut faire, il ne peut pas reprendre une exploitation à un prix important, le projet ne passe pas, et c'est normal que les banques refusent aussi. Si tu avais des conseils à donner à des jeunes agriculteurs qui veulent se lancer, ça serait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, faut revendiquer le temps de travail avec la rémunération. Ouais, bah, c'est comme ce que disait Philippe, c'est la rémunération avant tout, Oui, tout à fait. parce qu'on a abordé avec la crise sociale actuelle, les normes et tout, mais on parle très peu du revenu en fait. Oui, tout à fait. Et pourtant, c'est la principale
préoccupation de tous, en fait. Parce que sans revenu, on n'a pas de pouvoir d'achat et on est coincé, on ne peut pas sortir. Philippe, tout à l'heure, disait qu'il y avait, d'après un sondage, 2 suicides d'agriculteurs par jour. Est-ce que tu as déjà eu les idées noires, toi? Tout à fait, avant de faire le plan de redressement. C'est pour ça que j'ai dit à l'instant, là, que quand on est coincé financièrement, il ne faut surtout pas rester sous sol, il faut en parler. Moi, j'insiste là-dessus parce que aujourd'hui, dans les campagnes, il y a des gens qui s'isolent et il ne faut pas les laisser s'isoler, surtout. Et comme ça, en parlant de nos problèmes, l'abcès perce. Il y a des associations qui sont faites pour ça. Aujourd'hui, on a le SAMU social agricole. Et donc, il faut pas rester comme ça parce que c'est pas la faute de la personne, c'est la faute de l'environnement social et économique. Ouais. Parce qu'en fait, on a tendance à culpabiliser, il y a une certaine fierté quand même. Oui. Tout à fait, on a une fierté d'exercer un métier qui amène de la nourriture dans notre assiette à tous nos concitoyens, qui est dans des normes les plus réglementées du monde presque, au niveau qualité. Alors je reviens vers Philippe, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Philippe est très bavard. Dis-moi Philippe, selon toi, les mesures que Gabriel Attal a annoncées, est-ce que ça va résoudre le problème? Alors non, ça peut pas aboutir. Pour que les téléspectateurs y comprennent pourquoi ça peut pas aboutir, faut comprendre l'origine des problèmes, c'est-à-dire que déjà, dans les négociations de la loi Egalim, c'était censé reconnaître notre travail. Il avait dit, le gouvernement Macron, c'était pas une mauvaise idée de Macron d'ailleurs au départ, quand il a fait son premier discours de Rungis, mais ça n'a jamais été mis en application, et ça a été torpillé par la FNSEA, qui représente l'agroalimentaire. Il avait dit qu'on devait partir du prix de nos exploitations, le prix correct qui nous permette de vivre, en lapin, en canard, en lait. On donnait notre coût de production, bien sûr avec notre rémunération, et partant de là, la loi Egalim devait forcer la main aux industriels et à la grande distribution pour qu'on ait notre rémunération tout en respectant le prix consommateur, c'est-à-dire une répartition de la marge. Alors, c'est l'échec du gouvernement Macron, comme des précédents gouvernements, hein, d'accord, hein, pas plus Macron que les autres n'ont pas fait mieux. L'échec, il est là parce que déjà, les prix qui ont été donnés pour notre rémunération, ils ont été donnés par la FNSEA, par l'interprofession. Donc je vais prendre un exemple, en lait, ils disent que pour qu'on gagne notre vie, c'est 43-45 centimes. Ils parlent de 45 centimes aujourd'hui, alors que c'est 63. Donc ils ont donné déjà des faux chiffres. Pourquoi ils ont donné des chiffres au rabais? Parce que eux, ils sont partie prenante de l'agroalimentaire. Donc ils donnent des chiffres au rabais pour protéger les coopératives et l'industrie agroalimentaire. En fait, ils sont juges et partis. Ils sont en même temps dans les outils de transformation. Donc ils nous ont torpillés dès le départ des négociations. Et ensuite, malgré ces prix où ils nous ont torpillés, même ces prix-là ne sont pas mis en application parce qu'il avait été prévu dans la loi Egalim, pour répondre justement aux problématiques énergétiques et climatiques, de faire 20% de bio dans toutes les restaurations collectives. C'était bien l'engagement de la loi Egalim. 20% de bio dans les cantines, dans les lycées, les maisons de retraite, etc. Et 50% de local. Ce qui était bien de la part du gouvernement. De dire 20% de bio, 50% de local, c'était même magnifique, parce que le local, qui dit local, conventionnel donc, hein, également, ça permettait d'avoir des circuits relativement courts, de diminuer l'impact des transports et tout, ça allait dans le bon sens. Ça n'a jamais été appliqué, c'est-à-dire les élus des grandes métropoles et de la plupart des communes, quelques-uns l'ont appliqué, je pense le maire de Lyon, quelques-uns à la marge, mais ont essayé de l'appliquer, mais ça n'a pas été appliqué, et surtout on a été trahi par le syndicat sur les prix, c'est-à-dire qu'ils donnent des faux prix. Donc quand on se fait tirer une balle dans le pied par nos représentants, on peut pas gagner la guerre. Hein. C'est pas ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, ça? C'est un conflit d'intérêts permanent. Voilà. Dis-moi Philippe, aujourd'hui, pourquoi les agriculteurs sont dans cette situation de précarité? Eh ben, ils sont dans cette situation de précarité depuis plusieurs décennies et les gouvernements ont toujours couvert l'industrie agroalimentaire et malheureusement la FNSEA
parce que c'est un système royal pour les gouvernements. Ils veulent compresser au maximum le prix du panier de la ménagère et ils ont réussi à le compresser en exploitant les agriculteurs. Je vais expliquer aux internautes en 1 minute ce qui se passe. Les gens qui font de l'élevage, quel que soit l'élevage, encore plus dans les élevages hors sol, c'est-à-dire cochons, canards, lapins, poulets. Les internautes vont bien comprendre. Le travail d'un agriculteur, c'est 70-80 heures semaine. Ça tourne beaucoup, parmi entre nous, autour de 1 000 euros. Allez, on est à 1 000 euros. Avec les emprunts à notre charge, un endettement énorme. Pour faire notre travail, les industriels pourraient se passer de nous. Mais s'ils se passent de nous, ils ont les moyens de monter des fermes type 1000 vaches et tout ça. Mais s'ils mettent des salariés, faut 2 salariés temps plein pour nous remplacer. Donc s'ils mettent des salariés, ça va leur coûter entre 5 et 6 000 euros mensuels. Et là, ils ont trouvé des petits soldats qui font le boulot pour 1 000 euros et qui travaillent tous les jours de l'année et qui ferment leur gueule. Donc, il n'y a aucune raison que ça change, Mario. Que ça continue le plus longtemps possible pour le gouvernement et les industriels. Je reprends ce que tu viens de dire, qui ferment leur gueule. Pourquoi? Qui ferment leur gueule parce que les agriculteurs sont pas solidaires et ils sont trahis par le syndicat. Et l'industriel gère, ne jamais l'oublier, que les industriels gèrent les volumes, ils gèrent les factures, ils gèrent les importations, les exportations et les vides sanitaires. Quand ils décident de mettre un vide sanitaire dans un élevage, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, suivant les volumes qu'ils ont vendus, c'est eux qui décident de tout. L'éleveur ne décide de rien. En fait, l'éleveur, il n'est pas maître de son exploitation, en fait. Non, en fait, on n'est pas patron. On n'est même pas prestataire de service. J'ai un copain de Bretagne qui a une belle expression. Il dit, on était agriculteur du temps des parents, du temps des années 40, où on avait des petites exploitations et on vendait nos animaux sur les marchés en petite quantité. Et au fil du temps, on a industrialisé l'agriculture et on est devenu des porte-seaux. Tu sais ce que c'est un porte-seau? C'est quelqu'un qui porte des seaux parce qu'on lui dit de porter des seaux. Alors Philippe et Jackie, déjà dans un premier temps, je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien avec vous à Chanzeau. Pour conclure, Pour conclure, dans l'attente, puisque depuis des décennies, il n'y a aucun politique qui a pris la mesure de la gravité de la situation des agriculteurs et qu'on est pillé par nos acheteurs de l'agroalimentaire, personne n'a voulu encadrer nos acheteurs qui pillent les agriculteurs dans les fermes et c'est pour ça qu'on est appauvri. C'est la raison principale, c'est pas toutes les diversions qu'ils font sur le GNR ou l'écologie. Le problème central de notre appauvrissement, il vient du prix de nos produits qui sont trop faibles et qui nous permettent pas de dégager des marges. Donc dans l'attente de trouver des gens courageux, parce qu'on les a encore pas trouvés avec Emmanuel Macron, on est en train de travailler, nous, en circuit parallèle sur plusieurs territoires en France pour essayer d'aller directement, nous, vers vous les consommateurs, en contournant ces multinationales. Voilà où on en est aujourd'hui. Jackie, quelques mots? Oui, la situation est inquiétante. Je pense que c'est la population, il faut qu'elle réfléchisse sur l'avenir de notre pays et des citoyens. Comment ils veulent vivre? Est-ce qu'ils veulent vivre dans une France propre et intéressante et accueillante, avec un territoire entretenu et que tout le monde partage des revenus avec des écarts moins importants à l'avenir, pour que chaque citoyen profite de la vie comme tout le monde et doit profiter de la vie dans le respect. Écoutez, Philippe, Jackie, je vous remercie beaucoup. Merci. Et puis bon courage à tous. Merci, Mario.